Luc Dibling, dirigeant et fondateur du cabinet d'ingénierie Ingénéco Techno, bureau d'études spécialisé en bois environnement. Donc là, la tâche est lourde puisque tu nous fais une synthèse générale sur la sécurité incendie et tu as nommé ta présentation réexpliquer l'implicite. Un peu de philosophie va nous faire du bien. Eric, c'est à toi. J'ai combien de temps? 15 minutes? Combien? 15, comme on avait dit. C'est voilà, largement tu avais suffisant. déjà une petite, un petit Je temps. prends donc. 10 minutes. Hein. Parfait. Je vise 10 minutes. Merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour votre invitation. C'est particulièrement agréable de venir partager des données un petit peu relevant de la science molle, puisque nous avons parlé beaucoup science dure, hein, et nous sommes capables de produire de la science dure dans mon cabinet, puisque nous sommes organisme de recherche agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Et nous sommes des spécialistes de l'accompagnement et du management à l'innovation et à la qualité. Voilà. Donc voilà quelques éléments de présentation, mais on se rend compte que la science dure peut pénétrer dans les écosystèmes de la production immobilière à partir du moment où on arrive à démystifier certains grands enjeux. Et ce matin, tous les intervenants qui m'ont précédé ont fait preuve d'une pédagogie tout à fait particulière qui nous permettent d'accéder à finalement le monde réel, hein, en fait, à ce qui se passe. Partir premièrement de sinistres qui arrivent dans le monde réel, aller vers des données scientifiques qui sont construites progressivement avec la recherche de la représentativité de ce qui est fait par rapport justement au monde réel, et ensuite toutes les autres interventions avec l'impact carbone via Sabine et Zefco. Donc j'ai construit ma présentation de la façon suivante. Propos introductifs, je suis en train de vous les faire. Hein. Réglementation, normes et sciences, parce qu'on confond. Alors, il y a deux termes qu'on essaye de dissocier, nous, c'est notre métier finalement, c'est comme ça que c'est orienté, c'est verrou réglementaire. Pour nous, le verrou n'est pas réglementaire, le verrou est plutôt lié à l'absence de compréhension et de connaissance. Le vrai verrou, c'est l'absence de connaissance, ce n'est pas la réglementation. Et ensuite, un propos de conclusion, voilà. Donc, en propos introductif, réexpliciter l'implicite, parce que c'est tout ça l'enjeu finalement. J'ai pris une situation de Nicolas Boileau que j'affectionne particulièrement et que vous connaissez bien entendu aussi. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, en fait, est-ce que c'est vraiment le cas en fait parce qu'on parle toujours d'approches interprétatives, etc., etc. Alors, dans la pratique de la chaîne de valeur atomisée comme peut l'être la production immobilière, on constate que les malentendus sont réguliers et nombreux. Et le résultat de ces malentendus, c'est entre autres, hein, pour un chiffre d'affaires de 300 milliards d'euros par an, qui est la production immobilière, ce que représente la production immobilière, hein, source du ministère du Développement durable pour les chiffres 2021, le montant de la non-qualité, source Agence Qualité Construction, le montant de la non-qualité est de 30 milliards d'euros par an, dont la moitié est assumée par le dispositif de l'assurance construction. Je ne sais pas si vous suivez les débats politiques en ce moment, mais 30 milliards, on les cherche. Voilà. Exemple de malentendu numéro 1. On applique les moyens des verrous soi-disant réglementaires sur un mode d'opposabilité juridique, voire un peu d'optimisation fiscale, sans toujours réellement comprendre les objectifs poursuivis. Deuxième exemple de malentendu, on croit pouvoir ralentir le temps. Je ne sais pas, dans le monde de la production immobilière, on a l'impression qu'on croit pouvoir intervenir sur les astres et sur le temps, en mobilisant, je ne sais pas, des trous noirs supermassifs. Voir le remonter. Ça, c'est un malentendu assez souvent observé, qui donne lieu finalement à une forme de procrastination qui fait qu'on a recours à une appréciation de laboratoire à la remorque des camions. Exemple de malentendu numéro 3, on doit une garantie de 10 ans.
Sabine nous a dit qu'au dénominateur d'IFDES, il y avait 50 ou 100, en fait, et pas 10. Exemple de malentendu numéro 4, on fait un ou plusieurs démonstrateurs, donc on sait faire, donc on peut massifier. L'enjeu de la massification a été un enjeu qui a particulièrement été évoqué lors de la première intervention de la BSPP. Effectivement, la massification nécessite une connaissance impeccable des sujets, de la formation, et on ne peut pas du tout faire des impasses. Et enfin, le dernier des malentendus, il y a un malentendu sur le malentendu. Alors ceci n'est pas spécifique à la construction paille, ni même à la sécurité incendie. On sait bien que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille. C'est un syndrome que l'on observe dans la production immobilière dans son ensemble, tout mode constructif confondu, et dont pourtant la transition environnementale au sens large hérite. Et on ne pourra pas changer d'échelle massifiée en termes de transition environnementale si on n'explicite pas ces malentendus et si on ne les traite pas en revenant souvent aux fondamentaux. Alors, réglementation, normes et sciences, c'est la séquence suivante. Exemple de malentendu numéro 1, je vous l'ai indiqué, on agit et on utilise la réglementation comme étant une espèce de guideline, finalement, de notre intelligence, et tant que la réglementation ne dit pas quelque chose, on s'interdit de réfléchir. Exemple numéro 1, quand l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 86, modifié par l'arrêté du 7 août 2019, arrêté du 7 août 2019, je vais peut-être rappeler son origine, l'arrêté du 7 août 2019 est directement issu d'une analyse des conséquences que pouvait avoir un incendie sur la tour du type tour Grenfell. Hein. N'est-ce pas ? Donc, et la tour Grenfell n'était pas en bois, n'était pas en paille, était en construction, normalement incombustible, mais avec des parements problématiques et une absence de compréhension de l'écosystème, pas précisément par rapport à ce qu'on se dit, en fait. Hein. Et donc, cet article 11 indique « Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure. » Donc, si on lit bien cet article, alors évidemment il y a les articles 12, 13, 14 derrière, mais cet article fixe l'objectif. Et donc, cet article n'est pas là pour faire entrer au chausse-pied son projet en R+5 en deuxième famille, en utilisant des sophistications sémantiques qui vous permettraient de justifier de pouvoir le faire. On rappelle que dans la réglementation aujourd'hui, faire passer quelque chose en deuxième famille, parce que c'est parfois l'exercice un peu d'ingénierie de la virgule qui est mobilisé, vous prive, je vais le dire comme ça, vous prive d'être obligé de prendre en compte le C+D. Et vous prive aussi, dans cette compréhension réductrice, d'augmenter la résistance au feu de vos bâtiments, en fait, supérieure à la demi-heure. Je le dis volontairement comme ça pour montrer la double négation, donc la contorsion sémantique qui nous conduit, en fait, à mener des raisonnements bizarres. Ce n'est pas non plus pour faire un calcul sophistiqué de valeur du C+D, pour ensuite négliger la contribution que pourraient avoir des éléments architecturaux tels que des balcons ou des coursives dans l'atteinte de l'objectif qui est bien de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non. En fait, attention, quand je vois des cotations précises au millimètre près de valeur de C, de valeur de D, alors effectivement les propos d'Émeric étaient de dire qu'on ne doit pas se faire de nos cerveaux, effectivement, mais quand on a un complexe multicouche dans lequel on sait ou pas, en fait, ce qui permet d'atteindre l'intégralité de la performance E, voire les résultats d'Annabelle EI peut-être, quand on a un isolant qui peut être dégradé et commencer à larguer des gaz de pyrolyse à 200 degrés, bon, c'est plutôt un EI qu'un E qu'on vise. Donc vous voyez, là, il faut faire preuve d'agilité et de compréhension des phénomènes sous-jacents. Et évidemment, c'est à partir des rétex
des pompiers et de la science qui est collectée que finalement on acquiert de la connaissance. Mais n'attendons pas d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui a une ingénierie embarquée qu'elle se questionne sur ces sujets-là et non pas qu'elle fasse simplement une espèce de lecture plus ou moins approximative d'une réglementation qui peut être approximative, mais la connaissance ne doit pas l'être. Voilà. Donc quand on utilise la méthode de la section réduite de l'annexe nationale de la partie 1.2 de l'Eurocode 5, il serait prudent que les conditions... Ça fait 10 minutes. Je me remets 5 minutes, a priori. C'était ça, hein, le contrat? Vous allez tous me payer l'apéro, hein, je vous le dis. Hein. C'était 15 minutes, j'ai mis 10 minutes. Voilà, donc 5 minutes. Il serait prudent de s'assurer que les conditions favorables, parce qu'il faut être dans les conditions favorables pour appliquer la méthode de la section réduite. Et les conditions favorables, quelles sont-elles? Le respect de la densité de la charge calorifique surfacique, donc qui a aussi été évoqué tout à l'heure, pour pouvoir justifier via cette méthode simplifiée, c'est-à-dire par disparition de matière en fonction du temps et de la vitesse de combustion, soient bien toutes réunies, en fait. Donc voilà, je vous donne quelques exemples. Quand on utilise un matériau isolant, mais je viens d'en parler, alternatif, il serait bon de s'interroger sur l'adéquation de la performance E prescrite par certains référentiels réglementaires, et si ce n'est pas plutôt autre chose que du E, en fait. Bon, on rappelle, en face de cette inclination à une lecture abstraite, que le risque n'est pas réglementaire, en fait. Il est beaucoup plus concret que cela, et on l'a vu au travers des rétex, à la fois en phase usage et en phase chantier, qui est une phase particulièrement critique. Je vous affiche ici, finalement, et comment on arrive à remonter, en fait, aux objectifs, si c'est un peu un sujet de formation, comment on arrive à remonter aux objectifs si on à partir de la lecture de la réglementation? Eh bien, je vais vous dire, c'est souvent en innovant, en fait. C'est-à-dire que quand on innove, on est obligé de comprendre ce qui n'est pas innovant. Et donc, on fait un état de l'art bien précis. Et on se dit, oula, mais là, ok, le socle traditionnel ou non innovant dit ça. En tout cas, je croyais qu'il disait ça, mais en fait, quand j'innove, je me rends compte que c'est pas aussi clair que ça. Et donc, l'innovation, et en l'occurrence, là, j'ai extrait ce tableau du guide d'application de la méthodologie de l'ingénierie sécurité incendie pour bien indiquer, en fait, que la réglementation, alors je ne voudrais pas contredire mes collègues précédents, mais travaillant de temps en temps pour le monde de l'assurance dommage, évidemment, si on doit prioriser les objectifs, il y a bien un enjeu de sauvegarde des personnes. Mais ce n'est pas pour autant que la sauvegarde des biens passe complètement sous les radars. Et je prends donc cet exemple. C'est un tableau qui, effectivement, fixe les objectifs de sécurité et les sous-objectifs de sécurité et qui est extrait, on va dire, d'un guide de bonne pratique pour application de l'ingénierie incendie. Alors, qu'est-ce que l'ingénierie de sécurité incendie en 5 secondes? Si vous aimez la musique, en fait, vous avez de temps en temps accès à des pré-réglages d'équaliseurs. Donc, la réglementation, donc vous avez vous avez un scénario pop, vous avez un scénario rock, vous avez un scénario classique, et quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez une table de mixage, un équaliseur, en fait, qui gère le spectre de fréquence suivant une correction, en fait, qui est adaptée à la musique que vous écoutez. C'est la normalisation, c'est la réglementation. Quand vous voulez prendre on va dire, une approche personnalisée et individualisée, eh bien, vous prenez la main et c'est vous qui réglez les potentiomètres sur les différentes pistes des fréquences que vous souhaitez en fonction de vos goûts. C'est exactement ce que fait l'ingénierie de sécurité incendie. Vous agissez sur le feu, sa violence, sa courbe de montée en température, et vous jouez en fait sur tous les paramètres qui sont par défaut pris en compte en fait dans la réglementation sans que vous le sachiez. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc l'innovation vous donne les codes de compréhension de ce qui ne l'est pas innovant, en fait. Voilà, c'est très vertueux. Donc ne rechignons pas à mener des essais. Donc je tends la perche à mes successeurs dans la présentation.
Ne rechignons pas, on voit tellement d'acteurs opérationnels qui rechignent à aller vers des appréciations de laboratoire, vers des essais de petites dimensions, ça peut être vers des dires d'experts. S'il n'y a pas la compétence dans les maîtrises d'œuvre qui est réunie, ne prenez pas de risques et ne tentez pas de tordre le bras à la réglementation ou au contrôleur technique. Voilà, c'est pas ça l'enjeu en fait. On n'est pas dans des enjeux juridiques, on est dans des enjeux de capitalisation, d'acquisition de connaissances et de massification. Je continue. Je vais peut-être aller un peu plus vite, hein, juste pour vous montrer que finalement, la stratégie de tangenter l'atteinte au corpus technico-réglementaire à date est une stratégie que l'on observe un peu trop dans le bâtiment et que le niveau 2 que j'ai indiqué ici est un niveau qui va varier nécessairement vers le niveau 1, qui est un niveau de certitude absolue, en fait, au fur et à mesure que les sinistres vont arriver, en fait, et que la réglementation va se durcir, parce que la réglementation, et j'ai épuisé mes 15 minutes, donc je vais aller jusqu'à la fin. Vous aurez, donc, sur le fait qu'on ne remonte pas le temps, tout est théorisé, en fait. Vous savez, vous avez ici un graphe avec l'axe des abscisses, qui est un axe des temps, un axe des ordonnées qui est un potentiel d'amélioration de la valeur, quoi qu'on fasse. En fait, le potentiel, la capacité que l'on a à faire les choses décroît au fur et à mesure du temps. Ce que ce graphe montre, hein, c'est qu'il décroît très très vite et que les premières décisions qui sont prises par la maîtrise d'ouvrage, en fait, sont déterminantes et que ce n'est certainement pas en phase de construction que l'on va récupérer toutes les impasses qui auront été faites préalablement. Conclusion. Il n'est pas souhaitable que la production immobilière reste à un niveau de non-qualité de 10%, c'est-à-dire 30 milliards d'euros. D'ailleurs, à l'avenir, on ne pourra peut-être plus se le permettre, ni économiquement, à cause d'une adversité exogène, ni environnementalement, pour les raisons de ce qu'on a au dénominateur des FDES et des impacts environnementaux. Ces mauvais équilibres se sont d'ailleurs établis dans le temps long, après-guerre, avec des modes constructifs pourtant relativement rustiques, qui étaient des bunkers incombustibles et relativement invulnérables à l'humidité, mais fortement émetteurs de CO2. C'était des bonnes techniques, en fait, ne nous y trompons pas. Mais il ne s'agirait pas que l'on dégrade encore ces mauvais résultats historiques et constants en confiant des modes constructifs potentiellement plus vertueux sur le plan du carbone, mais également plus exigeant à une chaîne de valeur qui n'aurait pas fait sa révolution en fait, en termes de management de qualité. La solution, reprendre la maîtrise des sujets de fond et les mettre en œuvre avec discernement par tous les acteurs dans le cadre de leurs prérogatives propres. Il n'y a pas grand-chose à inventer, en fait. Il faut qu'un maître d'ouvrage qui finance, il faut bien un maître d'ouvrage qui finance dans un modèle soutenable, tout à fait. Il faut bien une maîtrise d'œuvre qui conçoive effectivement un contrôleur qui contrôle, un utilisateur qui entretient, etc. Tous les outils contractuels existent, l'assurabilité de 1978, loi Spinetta existe, les missions de maîtrise d'œuvre de 93 sont bonnes, mais il faut mettre tout ça en application. Et la norme de 95 qui définit, en fait, qui cadre l'aléa technique, en fait, est parfaite, elle est en cours de révision, on y participe, mais elle donne un excellent regard sur le partage des responsabilités entre tous les acteurs. Et en termes de expliciter l'implicite, justement, et je vais terminer ici, chez les qualiticiens, et la qualité était justement le thème de ce congrès de cette année, on sait parfaitement que la qualité ne va pas de soi et que ce n'est pas un jugement de valeur, en fait, de dire que quelque chose est de qualité ou qu'il n'est pas de qualité. C'est pas comme ça que ça s'exprime, en fait. Les fondements du management de qualité sont ainsi savoir ce que l'on fait, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Donc ça passe beaucoup par l'explicitation. Et je vais terminer avec 3 citations, puisque j'ai commencé par une citation. Science sans conscience n'est que rime de l'âme, 16e siècle. On peut également reprendre l'article 229 du Code d'Hammurabi de moins 1750 avant notre ère, et je vous invite à le faire, mais vous trouverez ça cocasse, donc 3750 ans. Ou la citation plus récente d'un philosophe contemporain issu de la pop culture: un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Eric. Merci. Alors, j'ai quelques questions qui sont techniques sur la sécurité incendie. Peut-être y avait-il des questions malgré tout pour Eric, rapides, ou des remarques. Je vois qu'Eric est très dynamique et redescendu, sportif en plus, philosophe et sportif et expert. Une question, merci d'amener un micro.
ou une remarque, je ne sais pas, Nicolas, merci de te représenter. Eric, va peut-être falloir remonter parce que je pense que ça va être pour vous, hein. Pour toi, ouais, c'est pour Eric. Ouais, désolé Ouais. Eric, je te fais faire un peu de sport. On a eu le plaisir d'échanger pas mal ensemble ces quelques années. J'aimerais bien avoir ton regard sur les échanges que tu as eus avec la filière paille par rapport à ce que tu peux faire par ailleurs. Là, Par rapport à quoi? Tu peux préciser? Parce que c'est pas facile de répondre à cette question. Oui, merci. Je me mets à ta place. Non, c'est vrai. Je sais pas, est-ce que dans les échanges qu'on a pu avoir, qu'ils soient techniques, relationnels, il y a des spécificités que par rapport aux autres acteurs avec qui tu travailles? Non, je pense que les filières bas carbone, biosourcées sont des filières assez ouvertes en fait, qui partagent beaucoup leurs résultats. D'ailleurs, ça se retourne parfois contre elles, ou en tout cas, c'est ce qu'elles perçoivent, que ça se retourne contre elles, mais ça ne se retourne pas contre elles très longtemps finalement. Vous voyez bien, les appels à projets SIC se mettent en place. Quand les acteurs se mettent au travail, les pouvoirs publics, si je peux me permettre, hein, sont là pour les accompagner en fait finalement. Non, mais les échanges avec votre filière sont des échanges, la preuve, vous m'avez invité, donc, et pour dire des choses pas forcément très agréables en plus, hein, sur un ton enjoué, donc ça peut passer. Voilà. Non, mais les filières bas carbone travaillent et il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut Enfin, je trouve que vous avez beaucoup de courage finalement d'inviter des gens qui ne sont pas nécessairement des promoteurs de filières, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition non plus en fait. Personne n'est contre des matériaux ou des filières. Par contre, depuis qu'on a quitté le statut de chasseur-cueilleur, vous avez remarqué que si on s'est installé dans l'agriculture, c'est que l'être humain déteste l'incertitude. L'incertitude est plus source d'angoisse que finalement les mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, on va faire un peu de philosophie. Il y a plus de choses dans « il n'y a pas » que dans le « il y a ». Donc, l'incertitude, elle permet d'ouvrir le champ des possibles. Oui, mais l'article 1792 du Code civil, merci, vous savez. qui instaure finalement la présomption de responsabilité sur les constructeurs, parmi lesquels on va retrouver donc les entrepreneurs bien entendu, mais aussi les concepteurs et le contrôleur technique dans la limite dans le périmètre du contrat à lui confier, je cite le texte. Ne permettent pas. L'incertitude, ouais. Voilà. Donc il faut protéger les utilisateurs. Et un élément qu'on se disait aussi avec Émeric en préparation, et je vais terminer là-dessus, c'est que, deux choses d'ailleurs, les occupants de nos bâtiments ne sont pas nécessairement des ingénieurs. Et même les ingénieurs ont le droit de poser leur cerveau quand ils sont chez eux. Donc soyons robustes dans nos prescriptions, dans nos constructions. Elles doivent durer 50, 100 ans pour des questions environnementales. Elles doivent représenter une contre-valeur économique dans la richesse du pays. Comme ça a toujours été le cas, un bâtiment, c'est un ouvrage patrimonial, ou matrimonial, si on veut la diversité. Voilà. Donc, soyons... Et l'autre chose, la massification, demande à ce qu'on soit lisible vis-à-vis d'une grande communauté d'acteurs qui a eu l'habitude de manipuler des produits un peu plus rustiques et peut-être un peu moins sophistiqués. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'ai une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre directement, mais je pense que oui. Ça concerne la sécurité incendie. Dans le déroulé d'un projet, qui a la compétence pour prescrire les solutions pour répondre à la sécurité incendie? Logiquement, en fait, l'équipe de maîtrise d'œuvre devrait avoir compris, au-delà de la simple lettre, l'esprit qui est derrière la réglementation. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, et encore moins ses objectifs. Donc, si on sent qu'on est un petit peu léger, on a des laboratoires agréés, on a peut-être des bureaux d'études qui sont spécialisés, mais il faut vraiment monter en compétence. La question de l'humidité sera évoquée cet après-midi aussi. L'humidité en phase chantier, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, est-ce qu'il faut savoir manipuler vos filles? Parfois, il faut juste des bons réflexes aussi. Voilà. Donc, faire appel à un collectif compétent si on n'a pas la compétence soi-même. C'est voilà. ce que tu évoques, exactement. En fait. Et toujours conserver l'esprit de la loi. C'est une question que tu abordes très, très souvent. C'est ça. Alors, en fait, je pense que quelqu'un qui n'aura pas fait des essais, aura sans doute un petit peu de mal à pouvoir démontrer sa compétence, ou avoir subi un sinistre, ou l'avoir analysé.
Donc en fait, il faut avoir une compréhension sensorielle des sujets. Peut-être que d'ailleurs, dans les essais que vous ferez, il serait bon d'inviter du monde pour voir avec ses sens, parce qu'on a la mémoire des sens. Et Justement, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Eric.